Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai personne. Antoine n'est pas là cette semaine. Il s'est perdu en forêt, je pense. C'est ça. En tout cas, il est pas là cette semaine et on était censé parler du film The Crow. Si je me souviens bien, ouais, c'est ça. C'est The Crow. Et bon, le retour critique est pas très très fameux pour ce film-là, donc ça me dérange pas de pas dépenser 15$ pour aller le voir. Je pense que ça dérange pas Antoine non plus. Du coup, pour le film de la semaine prochaine, j'ai toujours la recommandation. Ma recommandation, c'est Samurai Rebellion. Et ça tient toujours d'ailleurs. Mais j'ai changé le film. Le sujet principal, ça va être Once Upon a Time in the West de Sergio Leone. C'est un classique absolu, c'est un western, donc Antoine devrait quand même adhérer, je pense. Je suis pas sûr. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un classique sur le podcast, donc ça fait un petit... depuis Full Metal Jacket. Donc, je me dis que, bon, ça devrait plaire à tout le monde, ça. Du coup, vous devez vous demander qu'est-ce qu'on va faire cette semaine. Moi, j'ai l'intention de refaire exactement la même chose qu'Antoine a fait, en fait. Il a parlé de ses réalisateurs préférés durant son épisode solo. Et je compte pas tant mes réalisateurs préférés, mais plus les réalisateurs qui ont marqué ma cinéphilie en soi. Et les réalisateurs qui m'ont marqué au cours des années. Certains, c'est mes réalisateurs préférés. D'autres qui ont vraiment marqué comme mon enfance en général. Et ouais, bah, c'est un bon concept pour l'épisode solo d'Antoine. J'ai bien aimé. Même si je le niaise un peu sur son épisode solo d'une fois de temps en temps. Mais ouais, ça va être ça le concept pour cette émission-ci. Et du coup, pour le premier réalisateur que je veux parler, c'est Takeshi Kitano. Takeshi Kitano, c'est un artiste, c'est un homme qui sait tout faire, je dirais. C'est vraiment un savant fou, quoi. C'est un réalisateur, un acteur, un animateur de télévision, un humoriste, un peintre et un écrivain, un monteur. Il fait un peu de tout, je dirais, Takeshi Kitano. C'est quelqu'un d'assez charismatique et j'aime beaucoup ses films parce que c'est des films de Yakuza. C'est un réalisateur japonais, il fait des films de Yakuza. C'est des films assez violents, mélancoliques, poétiques. Un film qui me trotte dans la tête, justement, je pense depuis quelques temps, c'est Sonatine. Sonatine, c'est un film de Yakuza. Comme tant d'autres, ça commence de façon assez classique, un conflit en deux clans de Yakuza, peu importe. Au milieu du film, Kitano décide de nous amener à... Parce que les Yakuza doivent se réfugier à quelque part, donc il décide de se réfugier à une plage. Et c'est vraiment le cœur du film se passe à la plage. Parce que, bon, ils attendent un peu avant que l'ennemi passe à l'attaque. Du coup, ils s'ennuient à la plage. Ils décident de faire des combats de sumo dans le sable, se lancer la balle. Bref, plein de trucs pour passer l'ennui. Et c'est vraiment la poésie qu'il y a dans cette scène-là qui montre la vie, l'humanité de ces personnages-là sans trop tomber dans du sentimentalisme vraiment comme genre preachy. Non, c'est beau, mais comme beaucoup des films de Kitano, c'est dur. Et il y a cette notion de... Ils vivent, mais ils s'en vont mourir. Donc, ils contemplent leur mort tout en vivant ce moment de joie sur la plage et tout. C'est beau, c'est poétique, la façon dont Kitano tourne les scènes. C'est comme si la plage était une porte à l'écart de la réalité, de leur réalité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement poignant, touchant. Et pourtant, c'est des personnes horribles. Les personnages sont horribles en soi. C'est pas des bonnes personnes. Mais c'est vraiment la façon dont c'est présenté. Et surtout qu'on sait qu'est-ce qui va se passer. C'est un film Yakuza, ça finit toujours dans un bain de sang. Donc tu sais qu'est-ce qui va arriver à ces personnages-là. Mais c'est ce qui fait vraiment la force du film. Il prend le temps d'admirer ces personnages-là. Un peu... Et de montrer leur humanité, mais aussi la fatalité de leur existence. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche. C'est des sujets qui sont souvent traités dans des films de Kitano. Même s'il est connu pour être un humoriste au Japon, même sa carrière de réalisateur était assez rejetée au Japon par rapport à sa carrière d'humoriste en soi.
parce que les Japonais étaient habitués de le voir dans des rôles, faire le con à la télévision et tout, mais dans ses films, il est extrêmement sérieux, il est stoïque. Et bien sûr, il joue dans le film. C'est le personnage principal, Antoine, réalisateur, personnage principal, monteur. Ouais, j'ai vraiment hâte qu'on regarde un film de Kitano, moi et Antoine, et on en discute sur le podcast. Je pense que ça va être une très belle discussion, honnêtement. Mais pour revenir à Sonatine, c'est vraiment, pour moi, c'est ces personnages sauvages, d'une certaine façon, qui retournent à la nature. Et ce retour-là, il se fait à travers le temps qui passe, attendre la pluie, les éléments. C'est une fusion de ces personnages-là avec la nature et tout ce qui les entoure, loin de leur vie de violence. Et bien sûr, au troisième acte, le tout rebascule vers la violence. Et en tout cas, c'est ça que j'adore réellement dans les films de Kitano, c'est la poésie et c'est la violence des personnages, mais une violence qui est jamais gratuite. Mais bref, Sonatine, c'est un chant d'adieu au monde. Et si vous n'avez pas vu le film, je vous le recommande énormément. Comme la plupart des films de Kitano, c'est un très très bon film. Bon, pour le prochain réalisateur, je vais parler d'un réalisateur que je parle beaucoup dans le podcast, c'est Kurosawa, bien sûr. Je peux pas m'empêcher de placer le mot Kurosawa dans n'importe quelle émission du podcast, je suis désolé. Mais c'est un réalisateur qui m'a énormément marqué, surtout dans mon adolescence, quand je découvrais le cinéma, surtout le cinéma japonais. Pour son sens esthétique, la façon dont les personnages sont positionnés dans le cadre, c'est ça qui m'a énormément marqué. Parce que j'avais pas l'habitude, avant, quand j'étais jeune, de regarder des vieux films, puis voir le sens du mouvement aussi dans les films de Kurosawa. C'est tellement beau, c'est tellement profond dans sa mise en scène. C'est vraiment ce qui m'a beaucoup marqué avec Kurosawa, mais pas juste ça, bien sûr. Le sens esthétique, c'est superficiel, mais c'est ce qui fait que les films de Kurosawa sont aussi célébrés aujourd'hui. Mais je dirais que un des atouts de Kurosawa, pour moi, c'est son humanité. Il y a un humanisme dans son œuvre. Je pense à Barbe Rouge, qui est un film de 3 heures. Et oui, c'est un drama, Antoine. Désolé pour toi. Un jour, il va falloir qu'on le regarde. C'est pas un film d'action, mais c'est un film d'une grande humanité qui m'a énormément marqué en soi. C'est un film qui est assez dur en soi dans ses sujets. Dette, suicide, viol, prostitution, faim. Ça parle... ça tourne autour d'un docteur. Le docteur qui est joué par Toshiro Mifune, d'ailleurs, c'est son dernier rôle dans un film de Kurosawa. Et selon moi, c'est un de ses meilleurs rôles. C'est vraiment sous-estimé comme rôle. Il montre vraiment son humanisme à travers ce personnage-là. Comme il y a une scène dans le film, une scène, pas un sein, une scène. Il y a une scène dans le film où le personnage, justement, de Toshiro Mifune, essaye de donner des médicaments à un patient qui en a besoin, à une jeune fille, et elle rejette continuellement les médicaments. Et bien sûr, le personnage de Mifune est très borné. Il décide de quand même lui tendre la main et lui donner les médicaments jusqu'à temps qu'elle comprenne qu'il veut aucun mal, il veut juste du bien. Non, c'est un film très très beau en soi. Juste au niveau de la mise en scène, je parle justement de la mise en scène, c'est probablement le film le plus beau en noir et blanc de Kurosawa. Juste pour ça. C'est un film de 65, donc Kurosawa a attendu très longtemps avant de passer à la couleur, parce qu'il n'en voyait pas vraiment l'utilité. Mais Barbaro, c'est un des plus beaux films en noir et blanc que j'ai vu de ma vie. C'est magnifique. Le cadrage, la lumière qui cible les visages et qui les magnifie. Et tout ça vient magnifier comme genre le message du film qui est, peu importe les difficultés qu'on traverse, il faut toujours choisir la vie. Même si c'est le choix le plus difficile parfois. Non, c'est un film d'une bonté, d'un humanisme. Et c'est un film qui nous touche énormément. Un jour on va le faire, Antoine. Un jour on va le faire. T'as pas le choix. Mais pour parler d'autres films de Kurosawa, j'aimerais aborder plus comme genre
c'est polar en soi. Parce qu'il est reconnu pour ses films de samouraï, mais j'aime beaucoup ses polars noirs comme L'Ange ivre, Chien enragé, Les salauds dorment en paix et bien sûr L'Enfer et le paradis, High and Low en anglais. Et qu'est-ce que je trouve intéressant à travers ces 4 films-là, principalement, c'est vraiment l'évolution de la représentation du Japon en soi. Parce qu'on passe d'un Japon d'après-guerre assez récent, dans les années 40, parce que L'Ange ivre et Chien enragé sont sortis à la fin des années 40. Et justement, Les salauds dorment en paix et L'Enfer et le paradis, c'est dans les années 60, soit vraiment l'évolution du Japon, la façon dont Kurosawa représente la société japonaise. Je trouve ça assez intéressant, mais j'aimerais justement que moi et Antoine, on fasse un épisode spécial où on dédie justement un épisode à ces 4 films-là, juste pour voir vraiment l'évolution et en parler ensemble, parce que je pense que ça serait vraiment super intéressant comme sujet. Mais pour revenir à la mise en scène de Kurosawa, justement, dans High and Low, on a une première partie du film qui est plus un huis clos dans la maison du personnage principal. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une masterclass en termes de juste la mise en scène, la façon dont les personnages sont positionnés. On comprend parfaitement qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnages sans qu'ils disent rien, juste par rapport à comment ils sont positionnés dans le cadre. C'est limite une danse à la façon dont ils sont positionnés, la façon dont ils interagissent. C'est absolument incroyable. Ça, c'est de la grande qualité de Kurosawa pour moi. Comment il arrive à connecter son propos, son scénario et la mise en scène tout en un, c'est juste... C'est une masterclass en soi. Et ça montre juste un niveau de maturité parce que c'était pas aussi élaboré que ça dans ces films des années 50, selon moi. Et c'est une raison pourquoi je trouve que ces films des années 60 sont peut-être, pour moi, me parlent un peu plus personnellement. Je préfère les années 60 de Kurosawa aux années 50. Je sais peut-être Blasphemy. Je sais qu'il n'y a pas Seven Samurai dans les années 60, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Mais assez parlé de Kurosawa. On va aller plus à James Cameron. Et oui, James Cameron. C'est pas mon réalisateur préféré en soi. Mais c'est un réalisateur qui a marqué mon enfance avec Terminator. Terminator, ça a marqué mon imaginaire en soi parce que c'est je pense, un des premiers films de science-fiction que j'ai vu, ou un des premiers films de science-fiction sérieux que j'ai vu. Et surtout une des premières scènes de sexe que j'ai vu. Ouais, c'est la première scène de sexe que j'ai vue, donc ça c'est important pour moi, quoi. J'étais totalement fasciné par l'aspect vraiment thriller, dark du premier film quand j'étais petit. Puis bon, j'étais en amour avec l'actrice aussi, bien sûr. Mais le deuxième film m'a complètement retourné le cerveau quand j'étais petit. C'est un des meilleurs films d'action que j'ai vu de ma vie. C'est toujours un des meilleurs films d'action que j'ai vu de ma vie. C'est au niveau du rythme, l'histoire, l'émotion qu'on te fait vivre dans le film. Mais c'est aussi la vision de Cameron du futur, d'un futur apocalyptique, le jugement dernier, quoi. Ça l'a énormément marqué mon imaginaire. Et dans la même veine que Cameron, je dirais que Robert Zemeckis, c'est pas un de mes réalisateurs préférés, mais Retour vers le futur est un des films qui m'a le plus marqué de toute ma vie, qui a marqué mon enfance. C'est un film que je peux pas regarder en version originale, je peux juste regarder la VF parce que les doubleurs sont excellents. Et les personnages sont tellement charmants, attachants, le script est tellement bien construit, bien écrit. Tout le setup payoff que tu as dans le film avec tous les petits dialogues ici et là, c'est incroyable. Après, bien sûr, il y a des suites pour Retour vers le futur et sont moins bons que le premier. Le deuxième est quand même bon. Le troisième est moins bon que le reste. Et la raison pourquoi je parle de Retour vers le futur, c'est parce que je pense qu'on va vraiment pas en parler sur le podcast. Je pense que c'est pas un film qu'on va dédier comme un épisode, une recommandation. Donc, je comptais juste un peu en parler. Mais pour revenir à un réalisateur qui m'a énormément marqué, ça serait Satoshi Kon. C'est un réalisateur de films d'animation qui est malheureusement mort beaucoup trop tôt. Il a juste fait 4 films.
la façon dont il réalise ses films, c'est captivant parce que c'est un mélange entre la réalité et le réel. Mais bon, la réalité, entre guillemets, c'est des films d'animation, là, on s'entend, mais la réalité des qu'est-ce qui est considéré réel pour les personnages et qu'est-ce qui est considéré irréel. Mais c'est un mélange des deux. Et autant dans sa mise en scène, tu as des transitions qui font aucun sens, qui ne pourraient pas marcher dans un film live. Je pense qu'un de ses films les plus connus, c'est Perfect Blue. Et Perfect Blue, c'est un thriller psychologique. D'ailleurs, que le réalisateur de Black Swan a été accusé de plagiat parce que justement, il y a certaines scènes qui étaient beaucoup trop similaires à Perfect Blue, puis il a confirmé lui-même qui est un grand fan de Satoshi Kon. Mais qu'est-ce qui me fascine avec les transitions de Satoshi Kon, c'est l'impact narratif qu'ils peuvent avoir dans le scénario, ou justement la subtilité qu'il y a par rapport au storytelling en général. Mais pour revenir à Perfect Blue, c'est un film qui critique, dans le fond, les réseaux sociaux. Pourtant, c'est un film qui est sorti en 1997, mais ça critique les gens qui parlent de l'image de ces célébrités jusqu'à... Dans le fond, c'est comme si l'image de la célébrité se matérialiserait devant elle, l'image qu'ils ont créée, qu'ils veulent d'elle. Et du coup, c'est assez creepy en soi. Parce que, bien sûr, à cause des réseaux sociaux, on a toute une image assez confuse, comme des fois de la réalité, de certaines réalités, parce que bon, il y a plein d'informations qui sont fausses, etc. Ce qui est assez fou parce que le film a quand même anticipé ce genre de réaction-là par rapport à l'Internet. Qu'est-ce que ça le phénomène social que l'Internet a créé en soi. Et du coup, notre héroïne, elle a arrêté sa carrière de chanteuse. Elle veut devenir actrice. Et du coup, qu'est-ce que le film fait par rapport au film dans lequel elle est en train de jouer et la réalité devant elle qui est en train de se distordre? Les deux sont confus, donc on ne sait jamais si c'est le film ou la réalité, mais ce qui est intelligent, c'est que les deux se répondent réellement par rapport à ce qui se passe dans le scénario. Donc c'est vraiment fascinant. Je vais pas donner le twist du film, bien sûr, parce qu'il y a un twist dans le film, mais je vais pas le donner. Si vous n'avez pas vu ce film-là, allez le voir. Parce que c'est un excellent film, puis c'est sûr que c'est un des films d'animation que moi et Antoine on va parler un jour, parce que j'ai hâte de voir sa réaction à ce film-là. C'est un excellent film. Et je conseille tous les films de Satoshi Kon en soi. Je les aime pas tous. Il y en a fait que 4, malheureusement mort à 49 ans d'un cancer. Mais c'est un réalisateur très important et qui m'a énormément marqué, surtout en tant que fan d'animation, c'est quelqu'un de grand, selon moi. C'est un grand monsieur. Mais pour rester dans le thème de l'animation, je parle d'un autre réalisateur japonais qui est un réalisateur de films d'animation, Mamoru Oshii, qui est le réalisateur de Ghost in the Shell. Mamoru Oshii, c'est intéressant parce qu'il n'a pas réalisé que des films d'animation. Il a réalisé quelques films live, comme Avalon, qui est d'ailleurs un bon film que je vais sûrement faire regarder Antoine un jour. Mais c'est le réalisateur de Ghost in the Shell et généralement, les films de Oshii sont beaucoup plus lents, contemplatifs, atmosphériques, traitent de thématiques. Des fois, un problème que j'ai avec ces films, c'est que des fois, les personnages commencent à déblatérer comme genre des propos philosophiques. C'est comme des fois un peu lourd. Ça, je peux pas le nier, mais c'est vraiment l'atmosphère qui se dégage de ces films. C'est très sombre. Il y a une part assez gothique qui m'a toujours attiré. C'est quelque chose que j'aime vraiment, personnellement. D'ailleurs, j'ai hâte de voir le nouveau Beetlejuice. On va aller voir ça. Hein, Antoine? On va aller voir le nouveau Beetlejuice, ça c'est sûr. Mais un film en particulier d'Oshii que j'aime beaucoup, c'est Tamashii no Tamago, qui est l'œuf de l'ange, dans le fond. Et c'est un film très étrange, d'ailleurs, parce que c'est un film qui a presque fait coûter sa carrière à Oshii. C'est un film expérimental avec très très peu de dialogue. Et c'est magnifique. C'est un film magnifique. C'est un film extrêmement sombre, gothique. Les aquarelles sont juste magnifiques. Je sais pas si c'est des aquarelles, mais ça ressemble à des aquarelles. Et ça suit juste une petite fille qui se promène avec un œuf. C'est tout ce que c'est. Le character design des personnages sont faits par Amano, qui est le character designer de Final Fantasy, je pense. Mais ça marche parfaitement avec le vibe. J'adore. La musique est
hypnotique, hanté. C'est un film qui me reste en tête. C'est un film assez court d'ailleurs, c'est juste 1h11 minutes. Mais c'est un film qui me hante depuis la première fois que je l'ai vu. Il n'y a pas vraiment de scénario au film, je dirais. C'est plus la jeune fille se promène. C'est vraiment la réalisation, la mise en scène qui font que le film est pas qui fait peur, mais que l'atmosphère est pesante et la musique aussi, elle aide énormément. Limite, c'est une expérience métaphysique. Je sais pas comment le décrire autrement pour moi. C'est totalement sensoriel et visuel pour moi parce qu'il y a pas vraiment de scénario. Il y a un scénario en soi parce qu'il y a un twist à la fin, mais il faut le comprendre le twist par contre, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'indications. Mais la jeune fille rencontre un homme qui est une figure christianique avec une croix. C'est très oppressant, mais en même temps, je sais pas, c'est une poésie noire. Et t'as toute une symbolique biblique, malgré le fait que le réalisateur lui-même ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il l'a confirmé lui-même, il sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Et il y a beaucoup de confirmations, il y a beaucoup d'informations qui sont fausses par rapport au fait qu'il était chrétien, mais il l'était pas réellement. Bref, c'est vraiment la poésie noire, la musique sombre et onirique, la présentation d'Oshii, c'est beau, c'est fin, c'est les character design qui sont légers. C'est comme se promener dans un tableau sombre et anxiogène, morbide. C'est une sorte de nuit sans fin, couplée avec une solitude éternelle. Il y a même une partie du film où tu as l'ombre de gros poissons qui nagent sur les murs des bâtiments. Ça fait peut-être pas de sens la façon dont je l'ai dit, mais c'est réellement qu'est-ce qui se passe dans le film. C'est très expérimental, c'est très foqué. Moi, j'adore, c'est juste l'émotion que ça me fait vivre en soi. Je sais pas comment le décrire autrement que qu'est-ce que je viens de dire, mais c'est une expérience métaphysique pour moi. C'est typiquement le genre de film t'aimes ou t'aimes pas. Parce que pour moi, c'est une œuvre singulière, c'est une œuvre particulière. Et c'est vraiment l'œuvre. Mon œuvre préférée d'Oshii, c'est mon film préféré d'Oshii en soi. Et ouais, j'espère qu'un jour, moi et Antoine, on va pouvoir en discuter. J'ai peur de voir sa réaction. Mais si vous n'avez pas vu le film, je vous le recommande énormément. C'est un pari. Soit vous allez détester, soit vous allez aimer, honnêtement. Mais c'est un bon pari, selon moi. Mais ouais, c'est pas mal ça. Je suis désolé si l'épisode est un peu désordonné. Je le fais au fur et à mesure. Je pense qu'on va conclure sur ça parce que j'ai pas vraiment grand chose d'autre à dire. J'ai pas vraiment d'autres idées qui me viennent en tête en ce moment. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis désolé si l'épisode est désordonné en soi, mais je fais de mon mieux ici, ok? C'est dur de faire un épisode tout seul. J'avais pas réalisé ça, Antoine, ok? Respect à toi, respect à toi. Respect. Mais pas trop de respect. Ok? Fait que oui, la semaine prochaine, n'oubliez pas, c'est Once Upon a Time in the West. Ennio Morricone, d'ailleurs, qui fait la musique du film, Antoine. Ça va être la musique va être tellement bonne. D'ailleurs, j'en ai même pas parlé. La musique de Sonatine est faite par Joe Hisaishi. C'est le même compositeur qui fait les musiques pour le studio Ghibli. Ou Ghibli, je sais pas comment prononcer. Et j'en ai rien à foutre. Mais oui, je vous dis à la semaine prochaine. Et sur ce, passez une bonne journée. Ou pas. Bye!